soutiendrons pas un candidat qui a plus de 65 ans. Et pourquoi? Même Paul Biya. Et pourquoi? Je réponds, pourquoi un candidat qui est âgé de moins de 65 et pas plus de 65 ans? Simplement parce qu'au Cameroun, la retraite se situe entre 60 et 65 ans. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Et donc, nous n'entendons donc pas... D'ailleurs, chez les FMO, on va retraite à 53 ans. Voilà, nous n'entendons donc pas nous faire diriger par des retraités. Mais il faut quand même peut-être planter le décor. Au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018, est apparue sur la scène sociopolitique et notamment socio-numérique une nouvelle forme d'acteurs, de néo-opposants, qui s'en prenaient systématiquement à tout le monde qui avait un argument contraire au leur. Et ce positionnement a surpris plus d'un, au point où, par leur démarche assez belliqueuse, par leur posture à lancer des fatwas sur tout ce qui n'adoubait pas des postures de leur régiment, à savoir le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, cela tournait à des espèces de lynchages organisés qui les disaient par leur nom sur l'espace socio-numérique. Et pendant longtemps, ces gens, pour la plupart, qui sont voilà, tapis dans l'ombre dans des pays, soit ici ou alors à l'Hexagone, on a bien pu remarquer qu'à la réalité, cette posture-là était motivée par le fait qu'on voulait absolument contraindre ou obliger tout le monde à réfléchir de la même façon, à chanter en chœur les louanges d'un certain parti politique. Et mon drame est parti justement au moment, dans le contexte du double scrutin municipal et législatif, où je faisais partie de ceux qui avaient condamné le boycott du professeur Maurice Kamto à ne pas prendre part à ce double scrutin législatif et municipal-là. Pourquoi? Parce que, quelque temps plus tôt, le professeur Maurice Kamto avait invité les leaders de la société civile, les partis politiques et autres, à faire acte de candidature en utilisant son parti politique pour justement conquérir les suffrages à travers ces doubles scrutins-là. Et moi, je m'apprêtais, et ça beaucoup de Camerounais ne le savent pas, avec mon association CPF 2025, à voir comment justement mobiliser un candidat pour aller dans le sens de chercher des suffrages au niveau de la députation. Et quelque temps avant, au siège de son parti politique à Oja, le même professeur, Maurice Kamto, avait reçu, je crois, les femmes de son directoire. Il avait tenu un discours qui, moi, m'avait plu. Il avait dit qu'il n'est pas un partisan de la politique de la chaise vide. Il a dit, et donc, en fait, cela présageait du fait que lui, le professeur, et le MRC, iraient logiquement aux élections qui s'annonçaient. Mais 2 semaines plus tard, alors que je me retrouve avec un membre de son directoire, que je vais citer ici nommément, Célestin Jamen, dont vous savez les liens qui nous lient, nous apprendrons que le professeur, au prétexte qu'il avait concerté les membres de son directoire, avait décidé de boycotter ce double scrutin-là. Alors, en politique, on peut avoir une position le lundi et le jeudi, changer de position, surtout si c'est avec l'assentiment du directoire ou des militants de la base. Alors, non seulement ce n'était pas avec l'assentiment, parce que je vous ai dit, j'ai cité un des membres, et plusieurs, entre-temps, ont démissionné. Hein, et lesquelles démissions se sont fondées justement sur le fait que le professeur ne les avait pas consultés. Et donc, je passe rapidement pour dire que, et même vous dites qu'en politique, on peut avoir une position A la veille et le lendemain une position B, que non, la moindre des choses, qui vous a dit que la politique signifie mensonge, absolument, qui vous a dit que faire de la politique, c'est manquer de vertu, qui vous a dit que la politique, c'est le vice, absolument. Il faudrait au moins avoir la décence de reconnaître qu'on s'est trompé ou alors qu'on n'a pas mieux apprécié une situation avant d'adopter une nouvelle posture. Mais c'est vous qui parliez tout à l'heure de fatwa. Aujourd'hui, Dr David Iboutou, oui. Dans un de vos tweets tout à l'heure, vous parliez de fatwa. Mais là, vous répondez à une fatwa par une fatwa. Vous-même, vous avez enclenché une fatwa contre le leader du MSC et même son parti politique. Pour quelle fin? Pour quel but? Pour quel objectif? Combien ça vous rapporte? Ma posture est à la fois proactive et défensive. Pour la simple raison qu'on ne va pas subir éternellement des gens qui pensent confisquer l'espace socio-numérique simplement parce que vous n'adoubez pas leur position, n'est-ce pas? Quand je l'ai dit, ceux qui me lisent depuis des années savent très bien ma constance sur un certain nombre de positions. Et cela dit, quand j'assume un certain nombre de postures, j'entends les défendre au plan intelligible. C'est-à-dire que venez, qu'on discute des idées, mais ne me ramenez pas en dessous de la ceinture pour me rappeler comment, voilà, ce docteur n'a pas de niveau, voilà. Mais
les internautes ont dû lire la litanie d'insultes que j'ai subies de la part de ces gens-là. Mais lisez un type dont j'ai baptisé ironiquement promoteur de la clinique de la fumée, qui s'appelle Varsiro. Une espèce d'individu, un polype nocif, qui se retrouve assis devant une bibliothèque. Nous, on a donc compris quoi. Écoutez, je ne sais pas s'il a déjà feuilleté un de ces ouvrages-là. Je n'ai pas lu les mêmes ouvrages que ce type, mais qui prend un malin plaisir, toutes les semaines, à me flanquer dans cette espèce de clinique et rappeler comme si nous avions été amis dans une vie antérieure. Donc je ne comprends pas ce fonctionnement. Comme vous-même, vous mettez à la clinique, même si vous ne l'appelez pas comme ça, comme vous-même vous mettez à la clinique, le professeur Kamto. Il y a un autre qui subit certainement son exil au Maroc, qui aborde fièrement le surnom d'animal, hein, la panthère quelque chose, et qui prend plaisir, voilà, à épier, à gonfler quelques images, à les marauder pour amener une meute déchaînée à s'en prendre à des gens qui ne demandent qu'à exister par leur posture intellectuelle. Moi, je lève le niveau, je lève le débat. Je n'attends simplement qu'on vienne débattre et qu'on vienne m'attaquer sur des questions intellectuelles. C'est-à-dire que si j'émets un avis, venez m'attaquer en apportant des contre-avis sur une posture, sur un postulat que je défends idéologiquement, intellectuellement, etc. Mais quand vous m'amenez, vous me tirez par le bas, vous rappelez comment j'ai violé telle petite fille il y a telle année, vous rappelez comment j'ai dû escroquer un promoteur de télévision, je me suis retrouvé en prison et tout ça. Mais je ne me reconnais pas, ce ne sont pas mes valeurs. Et donc, vous n'allez donc pas m'obliger, moi, à subir ce type d'individu-là, comme si, par leur posture belliqueuse, ils inspiraient la peur. Moi, vous me connaissez quand même, on ne me fait pas peur. Mais alors non. Mais alors non. Et donc, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et vous savez très bien, je ne sors pas là, qu'il y a quelque temps, par exemple, j'ai défini une espèce de critériologie des candidatures que moi, au CPF 2025, collectif pour la plateforme 2025 ne se fera pas sans la jeunesse, nous entendons défendre un certain nombre de candidatures à partir de la grille de critères qu'on a établie. Et parmi cette grille-là, nous avons dit que nous ne soutiendrons pas un candidat qui a plus de 65 ans. Et pourquoi? Même Paul Biya. Hein? Et pourquoi? Je réponds, pourquoi un candidat qui est âgé de moins de 65 et pas plus de 65 ans? Simplement parce qu'au Cameroun, la retraite se situe entre 60 et 65 ans. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Et donc, nous n'entendons donc pas... D'ailleurs, chez les FMO, on va retraite à 53 ans. Voilà, nous n'entendons donc pas nous faire diriger par des retraités. Et je crois que c'est légitime quand je le dis. N'est-ce pas? Et donc, je dis donc, ceux qui ont certainement travaillé avec le président de la République sous une autre vie et qui sont découverts des facultés d'opposants quelques temps après, n'est-ce pas? Et qui sont dans la 70aine d'âge, qu'ils aillent donc convaincre ceux qui veulent bien les suivre. Mais moi et Boutou, ceux qui me suivent, je leur dis, évitons ce type d'imposture. D'accord. David de Boutou, pour vous, ça sonne comme un non-événement ou bien ça cache mal un malaise qui couvre de l'intérieur? Le RDPC n'a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce moment, parti de la flamme. C'est un parti qui brûle de l'intérieur. Et il faut prendre au sérieux ces militants, pour certains qui sont des élus qui commencent aujourd'hui à se soulever, à manifester quelques mécontentements. Il y a même certains qui ont pris le courage, voire un peu de témérité pour conduire ces partis-là en justice. Je crois que c'est le cas de cet élu de Monatélé. Léon Teller. Voilà, qui est aujourd'hui en justice avec le RDPC. Mais en fait, est-ce que cela peut aboutir à quelque chose? Moi, personnellement, je ne crois pas, parce que nous sommes dans un parti-État. Et dans ce contexte-là, on sait très bien que les magistrats qui sont là-bas, c'est souvent les magistrats du RDPC ou qui attendent des nominations. Et donc, qui forcément attendront un coup de fil pour être récompensés. Et donc, la suite de la démarche de M. Léon Teller ne peut pas espérer, ne peut pas prospérer. Mais quand je l'ai dit, je reste constant sur ce que j'ai souvent dit sur le RDPC. C'est un parti qui disparaîtra après M. Biya. Quelle tête forte vous voyez aujourd'hui émerger au RDPC à part M. Biya? Il n'y en a pas. Les guerres de clans que vous voyez là, les batailles de leadership que vous voyez dans des régions et autres, et même les contestations après les dernières nominations au comité central, vous avez bien vu qu'il y a certains qui contestent. Chez vous, à l'Est, vous savez qu'aujourd'hui, Monsieur Lé, il y a certains de ses frères, entre guillemets, qui refusent même de l'accompagner, qui refusent même ses nominations, donc à l'intérieur du parti politique. Donc cela dénote d'un véritable malaise, lequel malaise ne présage pas de lendemain meilleur pour ce parti politique-là. Moi,
ma position est claire là-dessus. Le RDPC, après M. Biya, n'existera plus. Ou alors, s'ils sont chanceux, ils iront dans l'opposition. Mais je crois que la débandade sera tellement violente que beaucoup n'accepteront même pas assumer une posture militante avec cette carapace du RDPC. Parce que c'est un parti qui aura plongé ces pays dans une incurie généralisée, qui aura fait beaucoup de mal à ces pays. Et donc, qui aujourd'hui, qui dans quelque temps devrait être mauvais et un lointain souvenir. J'espère que Vicenzo Guijoy a écouté cette belle analyse-là. Alors, observe les pays autour de nous, le monde est devenu un village planétaire. La tendance est à la célérité, à la crédibilité des processus électoraux. Mais chez nous, 6 mois pratiquement, ou 5 mois nous séparent de la prochaine élection présidentielle. On voit combien la tension monte déjà. Ça augure, à n'en point douter, du contentieux post-électoral. Parce qu'il n'y a pas cette clarification, ce consensus, cette visibilité, cette lisibilité sur le processus. Non, ce n'est pas un problème de visibilité ou de lisibilité. Pour commencer peut-être à faire le procès au niveau des codes électoraux, je dis, chacun a son code électoral au Cameroun. Peut-être ça va changer un jour, mais pour le moment, respectons... Le nom n'est pas obsolète. Respectons le code électoral que nous avons, peut-être allons aux élections, et peut-être même que ça peut changer avant. Mais le problème n'est pas sur ça. Le problème est, il faut plutôt analyser la situation autrement. Voilà monsieur le président élu gabonais qui arrive par le biais d'un coup d'État, qui est tout naturellement condamné, parce que moi personnellement, je n'accepte pas les coups d'État, je n'accepte pas, je veux que le droit constitutionnel soit respecté. Mais très vite, on se rend tout de même compte qu'il a flirté très longtemps, il a travaillé très longtemps avec Bongo Père, il a travaillé avec Bongo Fils, et il a su capitaliser les erreurs des dirigeants. Et il est venu avec une offre totalement nouvelle, avec la jeunesse qui l'accompagnait. Avant l'offre, il a posé des jalons. Oui, durant les 1 an et demi de la transition, voilà, on a bien vu quelqu'un qui avait une vision, quelqu'un qui savait où il allait, et quelqu'un qui se donnait les moyens d'atteindre l'objectif. Il a posé une vision, mais aujourd'hui, pour être très élégant, on ne peut pas commencer à critiquer aujourd'hui le président légal, ou même qu'il était là au niveau de la transition. Maintenant, étant devenu civil, étant respecté, il faut respecter le choix des Gabonais. Les Gabonais aujourd'hui ont tranché, c'est lui. Et ce qu'il faut dire, et ça je dois féliciter, le score qu'il a eu est un score transparent. Mais ça, à la soviétique, disent les observateurs. Parce que j'ai vu quelque chose, j'ai regardé la télévision gabonaise, les résultats défilaient. Tout à fait. Ça veut dire que les bureaux de vote envoyaient leurs résultats. Au moment, si quelqu'un avait même la possibilité de dire non, c'est pas vrai, il avait la possibilité de critiquer. Alors, mais ça veut dire, si on a accepté ça, ce score-là, parce que les Gabonais l'ont élu, s'il faut donc revenir à la comparaison, il faudrait que demain après-demain, si un candidat au Cameroun a le même score, qu'on l'accepte ainsi. C'est ça pourquoi vous votez en touche la préoccupation sur... Non, sur cette embellie dans l'organisation. Il y a une organisation, il y a eu des signaux, et d'ailleurs, tout à l'heure, c'est Christian Diokongo qui nous rassure que pendant que notre envoyé spécial Ernest Obama nous donnait les dernières informations, il y a naturellement Alain Claude de Billy Binze qui était en direct pendant qu'Ernest était en direct, et il a salué la victoire de Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est donc quasiment clos, et la messe est dite. Fructueuse semaine à vous sur le plateau. Voilà les adversaires qui saluent, parce que c'est une défaite méritée. Je veux dire, le fait qu'ils saluent... Non, défaite méritée pour... Non, il faut comprendre. On ne va pas revenir sur ça, c'est acté. Il faut féliciter le président. Donc vous dites qu'il n'y a aucune leçon qu'on peut retenir du Gabon? Les leçons sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que nous avons pas forcément la même histoire. Oui. Nous n'avons pas forcément la même constitution. Nous n'avons pas forcément le même code électoral. Et à partir de là, on peut apprendre de part et d'autre. D'ailleurs, je vous rappelle que lui-même, il est venu apprendre ici. C'est un président jeune et modeste, et qui aujourd'hui donne le meilleur de lui.
Mais cela ne voudrait pas dire que forcément, on va dire que ce qui est fait au Gabon dépasse forcément ce qui est fait au Cameroun. Et la tendance, justement, est au rajeunissement. Non, les spécificités ne sont pas les mêmes, l'histoire n'est pas la même, la réalité n'est pas la même. D'ailleurs, je ne botte pas en touche, mais il faut quand même dire que l'électorat gabonais, c'est facile. Ne votez pas ça en touche. C'est quand même l'électorat de la région. D'accord, je vous reviens tout à l'heure. J'ai fini en disant, il faut saluer ce président, il faut l'encourager, il faut l'accompagner même. Nous avons des familles au sud du Cameroun qui sont au même moment frontalières avec le Gabon, qui est aussi en Bam. Tout ça, ce sont les mêmes familles. Quand vous arrivez là-bas, il y a les Écans comme moi qui se trouvent de ce côté. Donc, il est tout à fait naturel que lorsque quelque chose est bien fait, qu'on ne revienne pas toujours à critiquer. Le processus électoral a été bien mené du côté du Gabon, il faut féliciter. Mais maintenant, ce qui est encouragé, c'est qu'au-delà de ce processus électoral, le président va commencer maintenant à travailler réellement. C'est ça. Il a mis en place une vision, un programme. Et je crois que c'est là où les Gabonais l'attendent, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est l'enthousiasme. Il faudrait qu'on réussisse à maintenir cet enthousiasme par rapport au résultat, par rapport à l'efficacité, par rapport à la performance. Et je ne doute pas un seul instant qu'effectivement, il va le faire. D'ailleurs, je veux vous dire quelque chose qui est bien fait. Depuis, moi, j'ai flotté avec... depuis qu'il arrive au pouvoir, c'est cette manière inclusive de rassembler tout le monde, de faire participer tout le monde à l'exercice du pouvoir. Et je crois que... Ce qui ne se fait pas ailleurs. Alors... Non, pas que ça ne se fait pas ailleurs. Ah non, c'était une transition pour passer la parole au docteur. Je crois que vous n'avez pas fait allusion au Cameroun, là. Non, ici aussi, il y a un autre système. Le Cameroun ne s'appelle pas ailleurs. Le Cameroun ne s'appelle pas ailleurs. Alors, docteur David Ebouto, Lucien Bidima met du bémol. Il dit, au Gabon, il n'y a que 920 000 électeurs, vous n'allez pas comparer avec le Cameroun qui va probablement atteindre 9 ou 10 millions. Il n'y a pas les mêmes réalités. Ici, Tekondo Titi, ainsi de suite, qui sont des zones inaccessibles. Je crois que même aux États-Unis, il est des zones inaccessibles. Est-ce que est-ce que vous comprenez ceux des Camerounais qui disent nous n'avons rien à apprendre du Gabon en termes de célérité ou de crédibilité du processus électoral? Non, mais écoutez, il ne faut pas faire la fine bouche lorsqu'il s'agit de saluer l'organisation des élections présidentielles, de l'élection présidentielle que nous venons d'assister au Gabon. La célérité, la manière, le consensus, l'inclusivité. Ce qu'on a vu au Gabon mérite d'être salué et pourquoi pas mérite d'être triché, parce qu'il faut apprendre à copier ce qui est bien, ce qui se fait bien ailleurs. Quand je l'ai dit, je voudrais revenir sur ce que mon frère Vicenzo a dit tout à l'heure. Vous savez, il y a des coups d'État salvateurs. Nous sommes en Afrique. Vous savez qu'il y a une bonne frange de la jeunesse africaine aujourd'hui qui salue par exemple l'AES. Oui, mais vous devinez bien que sur un plateau aussi sérieux, il me sera difficile de laisser passer qu'il y a des coups d'État salvateurs. Le Conseil national de la communication. Si vous ne permettez pas que je... Non, allez-y, mais je fais quand même le bémol pour nous éviter... Vous savez par exemple aujourd'hui qu'une bonne frange de la jeunesse africaine salue ce qui se passe dans l'Alliance des États du Sahel. Tout à fait. Il ne me semble pas que les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina soient venus là-bas par une élection. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils sont salués, ils sont portés en triomphe. Comme pour dire qu'effectivement, on peut justifier un certain type de coup d'État. D'ailleurs, au Gabon, ils refusent de parler de coup d'État et le peuple a presque adoubé une autre expression transversale. Je crois que là-bas, il y a des amis gabonais sur le plateau, vous parlez de coup de libération, n'est-ce pas? Le coup de libération pour éviter justement toute la connotation péjorative qu'il y a souvent à mettre derrière un coup d'État. Quand je l'ai dit, je crois que il y a des facteurs, et certains sur ce plateau ont commencé à le dire, qui ont milité pour la victoire écrasante et rayonnante de Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui. Et le premier, que ce soit mon frère Bidima ou Vicenzo, ils ont commencé à le relever. Effectivement, Oligui Nguema vient d'un système, c'est un enfant du système. Il a bénéficié effectivement d'un système qu'il a construit presque, qu'il a presque révélé. Mais il a su profiter des failles de ce système-là. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont amené les peuples gabonais à adouber justement ce qu'ils ont appelé le coup de libération. Par la suite, c'est vous qui l'avez dit, c'est la façon avec laquelle il a géré la transition.
Et j'invite nos amis gabonais à aller sur Amazon en sortie d'ici pour cliquer le nom de David Eboutou et l'ouvrage qui a été commis pour expliquer la transition au Gabon qu'il présente à l'instant. C'est en fait, nous avons scruté de façon analytique tout ce qui a été fait et qui présageait déjà en termes de perspective cette transition apaisée et qui démontrait en réalité que Oligui Nguema était sur la voie qui devait être plébiscitée par les Gabonais. C'est un livre qui est là, qui est sorti il y a 5 ou 4 mois. Donc, vous pouvez le retrouver sur Amazon en cliquant simplement sur Internet. La troisième raison, et non des moindres, c'est, de mon point de vue, le vote affectif qui a joué pour Oligui Nguema. C'est un fan. C'est un fan, Bidima l'a rappelé. Et les fans, c'est quand même un tiers de la population gabonaise, hein, logée dans le nord du Gabon, Mimvoul, Bitam, Oyem, Midzik, c'est la province du Wolontem. Je crois que c'est le nord du Gabon. Et quand vous bénéficiez déjà de l'électorat de cette partie-là, vous êtes presque parti pour remporter les élections. Je dis bien, c'est le 1/3 de l'électorat là-bas. Et le vote affectif a donc permis qu'effectivement les fils de là, qui ont souvent été très réfractaires, pour les autres, contre les autres régimes, et qui ont senti en ces derniers, en Oligui Nguema, un des leurs qui peut porter effectivement leurs intérêts, et tout cela mis ensemble à jouer pour lui. Et d'ailleurs, son premier ministre qui est très aimé, Ndong Sima, lui-même enfant, très aimé, parce que ancien premier ministre depuis longtemps, revenu premier ministre sous Oligui Nguema, tout cela a vraiment joué pour conforter cette victoire que nous saluons aujourd'hui. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas faire de fuite en avant en termes de lecture analogique qu'on pourrait faire entre le Cameroun et le Gabon. Non seulement, je l'ai dit, et je le réitère, il faut copier ce qui se fait bien ailleurs. Vous savez que l'un des éléments qui amène souvent à la contestation de nos processus électoraux ici, c'est le fait justement qu'on ne sait pas où nos suffrages passent entre le jour du vote et le jour la compilation. Et la compilation. On ne sait pas, les sous-préfets disparaissent, les agents de l'ECAM disparaissent, on les revoit quelques jours plus tard à nous proclamant des résultats parfois surréalistes. Parfois les poches de veste bombées. Oui, qui ne reflètent pas. Moi, dans mon village, c'est souvent des tonnes de bulletins de vote qu'on retrouve souvent dans les forêts. Dans les forêts. Donc, il faut faire très attention parce que ce sont des éléments qui peuvent contribuer à crédibiliser ou à décrédibiliser un processus électoral. Et donc, de ce point de vue, saluons sans faire la fine bouche, et je m'adresse à mon frère Bidima. Très bien. Saluer ce qui est bien fait. Voilà un pays qui connaissait quand même un taux de chômage abyssal sous M. Ali Bongo. Et depuis l'avènement de la transition, il y a une espèce de décrispation au plan socio-économique de ce pays-là. Ce sont des Gabonais eux-mêmes qui vous le disent. Et donc, d'ailleurs, je crois que s'il a reçu ce plébiscite, c'est justement parce qu'il a envoyé des signaux en termes d'impact de ce qu'il peut apporter dans sa mandature, selon que, il s'est donné un certain engagement. Et donc, je crois que, logiquement, il devrait davantage aller dans ce sillage-là. Oui. Mais ce que je voudrais davantage dire, parce que j'ai écouté surtout mon frère Bidima évacuer la question de la vitalité tout à l'heure, et je me réjouis de ce que nos frères du Gabon aient insisté sur cet aspect-là. Non, monsieur Bidima, on ne peut pas évacuer comme ça d'un revers de la main la question de la vitalité aujourd'hui du super-homme, de l'hégémon à la tête de l'État. Nous avons besoin d'un homme justement qui soit au fait de tout ce que nous vivons. Qui se bouge, comme on a vu le président Oligui Nguema, partout. Qui peut se mouvoir. Qui peut danser même, qui est au contact. Et le dire, ce n'est pas forcément versé. Et le dire, ce n'est pas forcément versé dans une sorte de génisme, pour louer et vanter les mérites de la jeunesse, mais c'est davantage reconnaître qu'à un certain âge, il y a manifestement des facultés dont on a encore besoin et qui peuvent servir à la nation. Regardez notre pays, mon frère Bidima. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens s'interrogent, ils se demandent même comment on en est à avoir un pays qui n'arrive même plus à se mouvoir par un petit remaniement ministériel. Le Cameroun aujourd'hui, si vous prenez le secteur de l'éducation, vous avez aujourd'hui le doyen des ministres de l'enseignement supérieur dans le monde, 20 ans. Résultat des courses, l'université camerounaise va mal. Regardez cela, simplement parce qu'on n'a pas cru donner un peu d'aération en termes de petits réaménagements, simplement. Alors, comment allez-vous expliquer ça aux Camerounais qui regardent et qui attendent, qui ne comprennent pas que pendant qu'un secteur aussi sensible comme l'enseignement supérieur va mal, vous avez quand même le doyen des ministres de l'enseignement supérieur qui est là depuis 20 ans. Et oui, depuis 21 ans. Et pendant que ce secteur se meurt, est agonisant, il y a quand même un homme à la tête de l'État qui semble, être totalement hors jeu,
hors circuit de cette réalité-là. Donc, la vérité, c'est que quand on aspire à une certaine fonction, il faut au moins envoyer des prémices à vos compatriotes en termes de volonté, de dynamisme, en termes de vitalité qu'on peut de temps en temps mouvoir pour leur servir. L'hégémonisme qu'on en appelle souvent à la tête de nos États aujourd'hui ne veut pas forcément dire le messianisme. Non, nous n'avons pas besoin de messie. Très bien. Aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des gens suffisamment engagés qui peuvent être au fait d'un certain nombre de problématiques sociales, économiques et qui sont postulées par leurs compatriotes. Et si on arrive à évacuer cela d'un revers de la main, comme je le vois mon frère Bidima, qui ne veut pas reconnaître que le Cameroun est à la traîne aujourd'hui, justement parce que nous fonctionnons avec les ancêtres. Les ancêtres, je vous l'ai souvent dit, mon frère Bidima, le Cameroun, on va en retraite à 65 ans, entre 60 et 65 ans dans notre pays. L'âge moyen du gouvernement, tous sont presque des retraités, ont dépassé 65 ans. Mais voilà la première conséquence, parce qu'ils ne peuvent plus se bouger, ils ne peuvent plus se mouvoir. Donc, revitaliser ces aspects institutionnels-là, revitaliser les différents maillons des appareils institutionnels, et vous verrez comment ça va fonctionner. À l'AS, ça s'est fait aujourd'hui. Le Gabon nous envoie des signaux aujourd'hui. Imitons le bon exemple. Et je sors, comme c'est ma dernière prise de parole manifestement, avec le postulat que vous savez qui est le mien. Oui. Nous aimons le président de la République, le président Paul Biya. Et nous l'aimons même plus que ces gens qui vont faire des motions de soutien à gauche et à droite. C'est d'ailleurs fort de cet amour-là que nous voulons aujourd'hui qu'il prenne une retraite bien méritée et qu'il devienne le patriarche qui va distiller un peu de conseils de temps en temps parce que nous pensons qu'il est devenu un patrimoine pour notre pays. Et donc, comme nous le voulons en vie, nous voulons qu'il soit aspiré par les charges d'un pays aussi complexe comme le nôtre. Nous voulons qu'il se retire paisiblement et qu'il joue le rôle de patriote, de conseiller que nous voulons qu'il assume. Parce qu'aujourd'hui, l'on voit très bien que le président a donné ce qu'il a pu donner au Cameroun, aux Camerounais. Il est arrivé là, il avait 29 ans. Ministre chargé de mission à la présidence de la République, 1962. Imaginez-vous, entre 1962 et 2025, il n'a été qu'à la très haute administration. Aujourd'hui, il est épuisé. Les résultats sont là. C'est pour cela que le Cameroun, dans chaque secteur que vous allez prendre, va très mal. Il faudrait tirer les conséquences aujourd'hui et dire au patriarche, papa, vous avez beaucoup fait, allez-y vous reposer. Alors,